L'équipe de France de volley est devenue cet été championne olympique pour la deuxième fois de son histoire et d'affilée. Mais que sont devenus les joueurs? Énormément de personnes suivent le volley uniquement en équipe nationale et aux Jeux Olympiques, mais pourtant comme au foot et dans d'autres sports, il existe des championnats de clubs où les joueurs jouent toute l'année et on va voir ensemble que sont devenus les doubles champions olympiques. Mais avant ça, deux petites choses dont je veux vous parler. Premièrement, j'ai filmé avec un entraîneur professionnel de première division, Guillaume Recure, que les anciens de la chaîne connaissent, un ensemble de vidéos pour vous améliorer techniquement. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent avoir une technique ok ou correcte, mais je suis sûr qu'il y a tellement de choses que vous pouvez améliorer. Même moi, pendant le tournage, derrière la caméra, j'étais en mode ah ouais, pas mal là, pas mal ce qu'il vient de dire là, je vais faire ça aussi, et ça je vais changer, et ça... Bref, j'étais en mode waouh, c'est vraiment une mine d'or d'infos ce qu'il est en train de raconter. Donc voilà, après vous avoir proposé une préparation physique, ça me tenait à cœur de vous proposer quelque chose pour la technique. Encore une fois, c'est quelque chose qui est unique, que je vais pas refaire tous les ans, etc. Parce que bah la technique, bon, une fois que tu l'as appris, il y a plus rien à changer quoi. Et bien sûr, pour terminer là-dessus, vous savez que je travaille avec des personnes vraiment qualifiées. C'est un très bon entraîneur, c'est l'un des meilleurs formateurs de France, il est au centre de formation de Tourcoing, donc en gros il forme les jeunes pépites qui iront peut-être en pro après, et c'est pas un Instagrammeur qui fait des vidéos en vous apprenant exactement l'inverse de ce qu'il faut savoir, mais bref, je vais rien dire de plus. Si ça vous intéresse, c'est dispo sur mon site, et je vous mets le lien dans la description et en commentaire épinglé. Deuxième chose, j'ai enfin trouvé un sponsor qui me prend pas pour un con, déjà, première chose, et qui a à cœur de développer le volley, et pour moi ça c'est super important, parce que je continue à dire les termes, il y a énormément de sponsors avec qui j'ai échangé qui m'ont dit mot pour mot, nous, le volley, on en a rien à foutre, et je parle de gros acteurs du volley, mais je peux rien dire de plus parce que si je parle après on galère. Donc merci à VBet de sponsoriser la vidéo. Pour les majeurs, et j'insiste là-dessus, pour les majeurs qui veulent parier sur le volley, que ce soit le championnat de France ou les autres championnats, les championnats étrangers ça marche aussi, et ben vous pouvez le faire sur VBet. En vous inscrivant avec le code promo LVF10, vous aurez 10 € de bonus non retirable, en plus du bonus de bienvenue de 100 € quand vous aurez fait vérifier votre compte. Et vraiment j'insiste là-dessus, faites attention à vous, ça doit rester pour le fun, tombez pas accro aux paris sportifs, parce qu'il y a vraiment des gens qui se mettent ultra en danger avec ça. Non, vraiment, ça doit rester une pratique récréative, donc faites attention à vous. Mais voilà, je remercie VBet qui sera un sponsor de la chaîne normalement pour un petit bout de temps, je sais pas encore jusque quand exactement, mais ça me fait plaisir de trouver un sponsor qui me prend au sérieux, déjà. J'avais collaboré avec eux pendant les JO. Dans les documentaires, quand je disais que je voulais pas travailler avec des sponsors, c'est pas que je voulais pas travailler avec des sponsors, c'est qu'ils me prenaient pour une merde. Je vais vous dire les choses, c'est limite si on me proposait un ticket restaurant pour une vidéo d'1h30, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas possible. Bref, fini la pub pour VBet et de mes vidéos pour avoir une technique parfaite dans le volley. On est parti pour la vidéo sur les 13 champions olympiques et pour voir ce qu'ils sont devenus. Et on va commencer avec les passeurs, donc Benjamin Tognuti et Antoine Brizard, en commençant par Antoine Brizard. Pour Antoine, il évolue toujours à Piacenza, Plaisance en français, dans le championnat italien. Pour ceux qui ont découvert le volley avec les Jeux Olympiques et qui sont arrivés sur la chaîne très récemment, le championnat italien c'est dans le top 3 des meilleurs championnats du monde, et c'est sûrement le premier d'ailleurs. Pour Antoine, c'était prévu qu'il reste à Piacenza et c'était signé bien avant les Jeux Olympiques de Paris. Et écoutez, pour le moment tout se passe bien pour lui, même si en début de saison il a perdu en Supercoupe d'Italie. La Supercoupe c'est pas une compétition super importante. C'est une compétition de début de saison, les équipes souvent changent pas mal dans le volley en plus, donc les rosters sont pas vraiment prêts, sont pas vraiment au top de leur forme, donc voilà, ça fait toujours chier de perdre, mais voilà, la Supercoupe c'est pas non plus la compétition la plus attendue, surtout qu'ils ont perdu contre Perugia. Perugia c'est tous les ans une grosse équipe du championnat italien, ça fait quelques années maintenant que c'est sûrement l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe du championnat italien, donc voilà, ils ont perdu en demi-finale, mais encore une fois c'est pas une compétition ultra importante. Par contre, en championnat, tout se passe bien pour Antoine, puisqu'il fait partie de l'une des deux seules équipes invaincues au classement. Les autres, c'est Perugia, je vous en parlais il y a quelques secondes, et les deux équipes sont à égalité en termes de points, 14 points sur 15 points possibles en 5 matchs. Et Antoine a bien sûr joué tous les matchs, c'est le premier passeur de l'équipe, et de toute façon vous allez voir que dans cette vidéo, il y a quasiment aucun Français qui joue pas en club. Passons maintenant à Benjamin Tognuti, le capitaine de l'équipe de France, qu'on a un peu moins vu pendant les JO, c'était plutôt Antoine qui jouait, mais pour autant ça reste un top passeur. Et quand je dis un top passeur, c'est vraiment un top passeur. Il évolue toujours cette saison dans le championnat polonais dans le club de Jastrzębski où il jouait déjà la saison dernière et où il est depuis 2021. La saison dernière d'ailleurs il a terminé meilleur passeur du championnat. Quand je vous disais que c'était encore un top passeur, je vous ai pas menti. Et l'année dernière il a terminé champion de Pologne, il a fait deuxième à la Coupe de Pologne et deuxième de la Ligue des Champions aussi. Et encore une fois pour ceux qui connaissent pas trop les championnats de volley, la Pologne c'est l'un des 3 meilleurs championnats aussi, sûrement le deuxième. D'ailleurs si vous avez suivi les Jeux Olympiques, la France a gagné en finale contre
contre les Polonais, dans le club de Jastrzębski en Pologne, forcément il y a beaucoup de Polonais, voilà, le retour dans l'équipe a dû être, bizarre, mais pas si bizarre que ça finalement, parce que pour l'instant tout se passe bien pour l'équipe de Benjamin Tonuti et de Jastrzębski. Ils ont déjà joué 9 matchs, 8 victoires et 1 défaite, et ils sont premiers au classement avec 25 points, et pour rappel au volley, une victoire 3-7-0 ou 3-7-1, ça rapporte 3 points, une victoire 3-7-2, ça rapporte 2 points, et une défaite 3-7-2, ça rapporte 1 point. Et si en 9 matchs ils ont 25 points, ça veut dire qu'ils ont fait 8 victoires à 3 points, donc le maximum possible, et une défaite 3-7-2, qui rapporte quand même 1 point. C'est pour vous montrer à quel point l'équipe est forte, et même quand elle perd 3-2, elle arrive quand même à choper 1 point. Donc voilà, vraiment grosse équipe qui va sûrement jouer la coupe et le championnat pour la remporter. Et la Ligue des Champions aussi, bien sûr. On a terminé avec les passeurs, on va maintenant parler des libéraux, ou plutôt du libéraux, puisque la France n'est partie qu'avec un seul libéraux aux Jeux Olympiques. Libéraux, pour rappel, pour ceux qui captent pas trop le volley, c'est le spécialiste de la défense, le mec avec le maillot différent qui ne fait que défendre. Bon, il fait des passes aussi, des fois, mais il attaque pas, il sert pas et il bloque pas. Et la France a la chance d'avoir dans ses rangs le meilleur libéraux du monde, j'ai nommé le seul et l'unique Genia Grebennikov, qui cette saison encore joue dans le championnat russe. Alors pour pas vous le cacher, le championnat russe, c'est pas un championnat que je porte énormément dans mon cœur. Même avant tout ce qui s'est passé là géopolitiquement ces dernières années, c'est jamais un championnat qui m'a vraiment attiré, le championnat russe. Même à l'époque du grand Zénith Kazan avec Léon, où il gagnait la Ligue des Champions tous les ans, là, ça m'a jamais vraiment attiré. C'est un championnat qui est hyper différent en termes de niveau. Antoine Brizard en parlait dans le documentaire qu'on a fait ensemble. T'as des tops équipes, et t'as des équipes qui franchement sont vraiment à la rue, quoi, et elles se font exploser à chaque match. Bon, pas super intéressant à suivre. Et en plus, avec maintenant tout ce qui s'est passé ces dernières années, les clubs russes ne jouent plus la Ligue des Champions. Et ça enlève vraiment des grosses équipes. Je parlais tout à l'heure du Zénith Kazan, pour vous donner un exemple, eux, ils gagnaient il y a une période, ils gagnaient la Ligue des Champions tous les ans, quoi. En 2015, en 2016, en 2017, en 2018, ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc voilà, c'était vraiment une grosse équipe. Après, je sais pas comment ils font, mais je pense qu'ils avaient un max d'oseille, donc ils arrivaient toujours à aligner des équipes de tueurs en série. Mais voilà, tout ça pour dire que tous les joueurs qui décident de partir là-bas, jusqu'à nouvel ordre, ne joueront pas les compétitions européennes. Mais bref, Genia joue toujours donc au Zénith Saint-Pétersbourg, et en championnat, c'est un peu compliqué là pour le moment. L'équipe a joué 9 matchs et a pour l'instant un bilan de 4 victoires pour 5 défaites. Autant il y a des matchs qu'ils ont explosé, genre Orenbourg, ils leur ont mis 25, 13, 18 et 12, autant quand ils perdent en général, c'est jamais ridicule. Alors en même temps, t'as le meilleur libéraux du monde dans ton équipe, forcément ça va défendre un moment, hein. Parlons maintenant des deux pointus qui ont été champions olympiques. Jean Patry tout d'abord, puis Théophore. On va commencer avec Jean Patry. Il évoluait la saison dernière aux côtés de Benjamin Tonuti dans le championnat de Pologne à Jastrzębski, où ils ont fait deuxième de coupe ensemble, deuxième de Ligue des Champions ensemble, premier du championnat ensemble. Je suis pas sûr de ce que je suis en train de raconter, mais j'ai cru avoir lu qu'il aurait bien voulu rester, mais ça s'est pas fait, et c'est dommage pour le club de Jastrzębski, parce que la saison dernière, Jean Patry a fait une vraie saison. Il fait une vraie saison, il termine meilleur pointu du championnat polonais, et il termine surtout meilleur import étranger du championnat. C'est-à-dire que voilà, il a été considéré comme le meilleur étranger, le meilleur joueur non polonais du championnat. Et entre-temps, après la saison dernière, il a gagné les JO, il a terminé meilleur pointu des JO, donc voilà, non, vrai joueur Jean Patry. Mais bref, donc il est pas resté à Jastrzębski, et il a commencé par aller jouer un petit peu à Jakarta pour la Coupe d'Asie des clubs, aux côtés de monsieur Ervin Gapet, dont on parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Et ils se sont inclinés 3-2 en demi-finale, ils ont donc terminé à la 3ème place. Mais sinon son vrai club, c'est Galatasaray en Turquie, un championnat qu'il a découvert cette saison. Le championnat turc est un peu moins bankable, si je veux faire l'américain, que les championnats italiens et polonais dont on parlait tout à l'heure, mais il y a quand même des grosses équipes parfois là-bas, parce qu'en Turquie, au niveau du volley, c'est le championnat féminin plutôt qui est beaucoup plus mis en valeur et en avant. Il y a des grosses équipes, il y a des tops équipes là-bas. Les filles qui vont jouer dans ces gros clubs, c'est des superstars internationales. Elles prennent un max d'oseille, et tant mieux pour elles, franchement. Et moi je trouve ça trop bien que dans le volley féminin, comparé à d'autres sports, les athlètes puissent gagner un salaire équivalent à celui des gars, ou même mieux. Et putain, moi je trouve ça trop bien. Ça veut dire que voilà, il y a tout un écosystème, qu'il y a des sponsors que ça intéresse et tout, et je trouve ça génial. Bref, pour Jean Patry à Galatasaray, tout se passe bien pour le moment. À l'heure actuelle où j'enregistre la vidéo, on est le 29 octobre, et il va jouer le 30
Donc je sais pas évidemment ce qu'aura donné le match de demain pour moi, mais sur les 4 premiers matchs qu'il a joué, il a fait 4 victoires. Là le 30 il va jouer contre Alban Ankara, là où jouaient Ervin Gapet et Nimir la saison dernière, donc je sais pas encore ce que ça va donner ce match évidemment, mais quand je posterai la vidéo soit le 30 soit le 31, vous aurez le résultat. Et ensuite parlons de Théophore, le deuxième pointu de cette équipe de France qui était rentré, souvenez-vous, en quart de finale face à l'Allemagne quand la France était menée 2-7-0 pour finalement remporter le match 3-2. Ah, j'étais dans la salle, l'ambiance était folle. Et Théo est resté dans son club de Cisterna, dans le championnat italien en première division, où il était du coup déjà la saison dernière et où il avait terminé meilleur marqueur de la saison régulière. C'est-à-dire que sur la saison régulière hors playoff, c'est celui qui avait inscrit le plus de points. Bon, pour l'instant, Cisterna, c'est pas la joie, parce que en 5 matchs, ils ont tout perdu. Après, pour leur défense, ils ont joué contre les cadors du championnat italien, voilà, les grosses équipes qu'on identifie et qui sont un peu les grosses équipes chaque saison. Donc, à voir ce que ça va donner contre les équipes qui sont un peu plus milieu de tableau, milieu bas de tableau, pour voir un peu ce que ça vaut, Cisterna, cette saison. Au niveau statistique, je vous mettrai le lien en description, il y a eu des très bons matchs, il y a eu du un peu moins bien, mais voilà, le championnat italien, c'est les meilleurs joueurs du monde, donc tu les joues chaque week-end, et quand tu joues les cadors du championnat, ils ont une équipe de tueurs, tout simplement, ça défend partout, ça bloque à tir larigot, si je puis dire, donc compliqué de t'illustrer, et je sais pas si Cisterna va faire une bonne saison, mais moi je suis convaincu que Théophore, c'est un joueur qu'on verra sur des années à venir dans un très bon club italien. Passons maintenant aux centraux, ils sont 3 à avoir fait les Jeux Olympiques, Barthélémy Chinenieze, Nicolas Le Goff et Quentin Jouffroy, et on va d'abord parler de monsieur Barthélémy Chinenieze. Alors si vous avez vu mon documentaire, vous savez déjà où il joue, et si vous l'avez pas vu, qu'est-ce que vous foutez là? Allez le voir de suite. Il a signé jusqu'en 2027 à la Lube Civitanova, club mythique du championnat italien, et encore une fois, si vous avez vu mon documentaire, vous savez qu'il rêve d'une chose, de gagner son premier titre dans le championnat italien, puisque depuis qu'il est arrivé en 2019, il a encore rien gagné. Et moi je lui souhaite de ouf, je sais pas si ça va être possible cette année avec son équipe, ils ont changé pas mal de choses, ils ont changé le coach, ils ont pris Giampaolo Medei, qui, de ce que j'ai entendu et des retours que j'ai pu avoir, et un bon coach. J'en avais parlé avec Riley Barnes à l'époque, qui m'avait dit que il l'avait énormément aidé, mais les joueurs ont aussi énormément changé, donc j'attends un peu que le championnat avance pour voir ce que ça donne, cette équipe de Civitanova, et pour pouvoir me prononcer un petit peu plus. Et donc pour terminer avec Babar, pour l'instant il a joué 5 matchs de championnat, il en a gagné 3 et il en a perdu 2. Ensuite pour Nicolas Le Goff, il évolue toujours au club de Montpellier, à l'époque il avait signé à vie carrément, mais là il est signé jusque en 2025 je crois. Après les Jeux, il avait eu 2 semaines de coupure complète où il avait fait ni muscu ni volley, et il m'avait dit qu'à la reprise, même après plusieurs semaines de reprise, il était waouh, c'était dur quoi. Il me disait qu'il avait l'impression que c'était tous les jours la reprise, alors que ça faisait déjà plusieurs jours voire semaines qu'il avait repris. Et si vous regardez ses statistiques après, les stats, ça veut un peu tout et rien dire, mais ça reste quand même un indicateur de performance. Offensivement, il était à peu près 20% sur les 2 premiers matchs, et après, un peu plus tard là, depuis que les matchs ont repris et ont enchaîné, il est toujours à 70%. 70% d'efficacité, c'est très bien. Moi, je trouve très très fort, Nicolas Le Goff. Donc voilà, cette période de reprise maintenant est passée, et Montpellier, c'est pour l'instant un cador du championnat de France, puisque ils étaient parmi les équipes invaincues avant le match de ce week-end. Ils ont joué 6 matchs, 5 victoires et 1 défaite, et moi je les ai vus jouer en vrai, et j'étais dans la salle face à Chaumont. Waouh, quelle abnégation, c'est fort Montpellier, moi je trouve. À plusieurs moments, ils étaient derrière, voire bien derrière, de mémoire il y avait 17-12, et ils arrivent à revenir, ils gagnent face à Chaumont 3-0. Moi, Montpellier, je trouve ça très fort cette saison, et ça va être des candidats, je pense, très sérieux pour aller chercher un titre. Je parle aussi de la Super Coupe, 2 minutes, parce que c'est le premier trophée qu'a remporté cette saison Montpellier. Même discours que pour la Super Coupe d'Italie, dont je parlais tout à l'heure. C'est pas un trophée qui est ultra prestigieux, etc. parce que c'est en début de saison, c'est un seul match, les équipes ont pas mal changé, etc. Et surtout, pour Montpellier, ils étaient pas censés la jouer, la Super Coupe. Parce que en France, la Super Coupe, c'est le vainqueur du championnat de France de la saison dernière qui affronte le vainqueur de la Coupe de France de la saison dernière. Et en Coupe de France, la finale et le vainqueur l'année dernière, c'était Nantes qui a battu Montpellier. Mais Nantes a coulé, donc Montpellier a été entre guillemets repêché et a joué cette finale de Super Coupe là en début de saison, et ils ont gagné. Mais voilà, Montpellier, je pense que s'ils ont pas trop de blessés, ils devraient faire une grosse saison. On verra ça dans les prochains mois. Un petit mot aussi sur Joris Sédic, qui est, n'a pas fait les JO, mais qui aurait sûrement été le 14e homme, qui a fait la VNL avec l'équipe de France, et
qui évolue aussi au club de Montpellier, qui est du coup central aux côtés de Nicolas Le Goff au même poste. Joris Sedic, ça va être très très fort hein, dans les années à venir. Il y a tous les clubs italiens qui vont le vouloir, déjà parce qu'il a un potentiel de fou, et il a un physique monumental. Je crois qu'il fait 2m12, 2m10 ou 2m12, je sais plus, mais moi quand je le vois en vrai, je suis en mode waouh, bonjour, désolé papa, je vais aller ranger ma chambre alors qu'il a 5 ans de moins que moi. C'est abusé. Et pourtant je fais 1m88, tu vois, je suis pas non plus Arthur et les Minimoys, donc bon. Mais bref, du coup Joris qui évolue aussi au club de Montpellier, je vais pas refaire le speech, ça va être la même que Nicolas Le Goff. Moi je pense que Montpellier cette année, c'est un concurrent et un candidat très sérieux pour aller jouer tous les titres possibles, sachant que voilà, l'un des objectifs du club c'était d'aller rejouer les Coupes d'Europe la saison prochaine. Et enfin pour le dernier central champion olympique à Paris, c'est Quentin Jouffroy, que vous avez vu sûrement, vous avez dû exploser devant votre télé avec sa série de services face à la Pologne là dans le 3e set. Waouh, il aura fait danser la Zumba en réception en face. Et pour la première fois de sa carrière, Quentin Jouffroy s'exporte à l'étranger. Il avait passé toute sa carrière en France et il découvre cette saison le championnat polonais avec le club de Suwałki. L'équipe est pour l'instant 9e au moment où j'enregistre avec 4 victoires et 4 défaites, mais un match de retard puisque certaines équipes ont déjà joué 9 matchs. Il y a un seul match où il n'a pas commencé titulaire, mais il est rentré en cours de jeu et il joue cette saison avec un passeur que moi j'aime beaucoup, Mathias Sanchez, qui jouait à l'époque à Tourcoing pour ceux qui s'en rappellent. Vous avez peut-être déjà eu la chance de le voir dans le championnat de France, passeur que je trouve quand il est en forme très fort. Bon, dommage qu'il fasse 1m73 quoi, 1m72, c'est très très petit malheureusement pour le volley, ça l'aide pas, et du coup en bloc et en défense, il peut pas bloquer. Pourtant il en a mis des blocs, hein. Moi je me rappelle de l'avoir vu bloquer, mais bon ça arrive une fois tous les ans. Et sans vous mentir, j'ai pas beaucoup suivi les matchs de Suwałki, donc je vais pas en parler, j'aime pas parler de choses que je connais pas, mais si vous voulez, si ce genre de vidéo vous plaît, on refera un point plus tard dans la saison, on en reparlera, et je vous dirai un peu comment ça a évolué pour Quentin Jouffroy et son club en Pologne. Allez, on va passer maintenant à la plus grosse partie sûrement de la vidéo, puisqu'on va parler des réceptionneurs attaquants. Il y en avait 5 qui sont partis faire les Jeux Olympiques à Paris, et on va parler tout d'abord de Tim Carl. Alors oui, il était réserviste, oui, c'était le 13e homme, mais je l'oublie pas, hein, parce que déjà ça m'a fait de la peine, le pauvre, pendant la remise des médailles. Donc en gros, moi j'étais dans la salle, il y avait tous les jeunes champions olympiques ou doubles champions olympiques qui étaient alignés, et il y avait Tim Carl en bout de piste, et il n'y avait pas de médaille pour lui. Et j'étais en mode, oh non, putain, genre, imagine, putain, genre, t'es réserviste, donc déjà, t'as un peu le seum, t'es un peu dégoûté de pas jouer, et en plus de ça, t'as pas de médaille à la fin, putain, c'est trop triste. Heureusement qu'il y a un joueur qui lui a donné une médaille pendant la cérémonie, je crois que c'est Trevor, de mémoire, qui lui a donné la sienne, je suis pas sûr, mais je crois que c'est Trevor Klevno, parce que j'étais en mode, waouh, le pauvre quoi, ils auraient pu faire une 13e médaille. Et pour Tim Carl, après avoir fait des années dans le championnat allemand avec Berlin où il a gagné énormément de trophées, il est parti découvrir pour la première fois le championnat polonais à Jastrzębski, aux côtés de Benjamin Toniutti. Benjamin Toniutti, en général, il aime bien avoir un Français avec lui quand il est à l'étranger, même si voilà, dans son passé, il y a eu des périodes où il jouait sans Français. La saison dernière, il était avec Jean-Patrice, cette saison, il est avec Tim Carl. Comme il joue dans le même club, je vais pas vous refaire le même pitch, ça sert à rien, mais je vais vous parler plutôt de Tim Carl en lui-même, de est-ce qu'il a joué ou pas. Alors, au début de saison, il a une période où il a joué absolument tous les matchs. Ensuite, il y a eu une période de 2-3 matchs où il a pas joué, voire il est pas rentré du tout dans le match, et ensuite il est de retour sur le terrain, là sur le dernier match que j'ai regardé. Quand il était pas sur le terrain, il était remplacé par Luciano Vicentin, un Argentin, et là pour l'instant le 8e match de la saison, c'était de nouveau Tim Carl qui jouait, donc on verra au fil de la saison qui jouera plutôt entre Tim Carl et Vicentin, sachant que je pense que Thomas Fornal est imbougeable. Thomas Fornal en plus il est polonais, pour ceux qui savent pas, voilà, il y a des règles dans certains championnats qui font que tu as besoin de X joueurs de la nationalité du championnat, donc ici de X joueurs polonais sur le terrain, donc avoir un joueur comme Thomas Fornal qui est très fort et qui est en plus polonais, voilà, il va jamais bouger du terrain, sauf s'il est blessé ou s'il fait un match explosé au sol quoi. Et Thomas Fornal, vous vous en rappelez peut-être en finale, il y a un moment où Antoine Brizard met 2 blocs, il commence à monter sur la ligne et au dernier moment il plonge sur la diagonale, c'était Thomas Fornal qui a pris les deux mêmes. Ouais, j'étais fou.
J'étais fou, pourtant c'est un joueur que j'aime bien, mais là j'étais en mode ah dommage Thomas, dommage, prochaine peut-être. Ensuite, eh ben, on a parlé d'Antoine Brizard, on va parler de son meilleur pote maintenant, Yacine Louati, le numéro 19 de l'équipe de France qui cette saison évolue dans le championnat italien. Il a signé à Milan en Italie au Power Volley Milano. Je précise le nom du club parce que à Milan il y a plusieurs clubs, que ce soit pour les filles ou pour les gars. Il joue tous les matchs, il est toujours dans le starting six et cette saison il va jouer la Ligue des Champions aussi. Pour l'instant en 5 matchs de championnat, bilan de 2 victoires pour 3 défaites. À ses côtés dans son équipe il a Kazikski, un réceptionneur attaquant bulgare qui voilà, était l'un des top joueurs réceptionneur attaquant, l'un des top joueurs à son poste, mais il est né en 84, il a 40 ans quoi. L'ancien. Et c'est pas pour lui manquer de respect, hein, parce qu'il est encore très chaud. À 38 ans, il était encore MVP du championnat italien. Mais bon voilà, forcément, plus tu prends de l'âge, plus physiquement ça commence à être dur, etc. Donc il a 40 ans, à voir ce que ça va donner pour cette saison. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, voilà, ce Power Volley Milano cette saison. Et on refera le point, bien sûr, dans quelques mois. Ensuite, passons maintenant à Kevin Tilly, qui est resté à la fois dans le même championnat et dans le même club. Il est donc resté dans le championnat polonais, toujours au Projekt Warszawa. Ouais, je suis désolé, j'ai essayé de mettre l'accent, mais c'est pas facile, hein. Je suis 0 en polonais. Il y a un match où il était même pas sur la feuille de match, et un match où il a pas commencé en tant que titulaire, donc je pense qu'il a eu un petit pépin physique. J'ai pas trop de détails, et je veux pas dire n'importe quoi, mais en général, quand tu mets pas un très bon joueur de ton effectif sur la feuille de match, c'est souvent un petit pépin physique. Mais sinon, il est toujours titulaire, et il joue tous les matchs. Il a joué, comme toutes les équipes, ou quasi toutes les équipes du championnat polonais, il a joué 9 matchs, 8 victoires et une défaite. Varsovie est donc 2e au classement, et Kevin Tilly, lui aussi, fait partie d'un classement, puisqu'il est pour l'instant en première position des meilleurs réceptionneurs du championnat polonais. Donc voilà, c'est un bon début de saison pour Kevin Tilly, qui, statistiquement parlant en tout cas, est premier en termes de réception. Et enfin, on va passer maintenant aux 2 derniers réceptionneurs attaquants, ceux que vous avez le plus vus pendant ces Jeux Olympiques de Paris. J'allais dire Tokyo, mais c'est déjà Paris. Ceux qui ont terminé meilleurs joueurs à leur poste de la compétition, j'ai nommé Trevor Clevno et Ervin Gapet. Bien sûr, on va commencer avec Trevor. Après avoir joué 4 ans en Italie et 3 ans en Pologne, Trevor est parti découvrir un championnat qu'il n'avait encore jamais expérimenté, puisqu'il est parti en Turquie, aux côtés de Jean Patry. Alors pas dans la même équipe, hein, puisque Jean Patry joue à Galatasaray et Trevor joue au Ziraat Bankart à Ankara. Le club a terminé 3e de la Ligue des Champions la saison dernière, mais ils ont aussi terminé 3e du championnat de Turquie. Ça veut dire que Trevor et le club de Ziraat Bankart ne jouera pas la Ligue des Champions l'année qui arrive, puisque il y a pas 3 spots qui sont donnés au championnat turc. Mais il va quand même jouer une Coupe d'Europe, puisqu'il va jouer la CEF Cup, la CEV Cup, hein, vous l'appelez comme vous voulez, c'est l'équivalent en gros de l'Europa League, c'est la C2. Au niveau du classement, après 4 matchs, ils sont 2e, juste derrière l'équipe de Jean Patry. Ils ont fait 3 victoires et une défaite, et la défaite c'était au tie-break, donc ils ont quand même pris un point. Et à part le match contre Halkbank Ankara où ils ont perdu au tie-break, les feuilles de stats de Trevor, c'est toujours très bon. Alors je parle beaucoup des stats, hein, parce que c'est un indicateur un peu rapide pour avoir une idée de comment s'est profilé le match, mais je vous invite à regarder les feuilles de stats, je vous mettrai sûrement un screen. Ah, c'est fort, Trevor, et moi ça m'étonnerait pas qu'on voit les 2 Français dans le carré final de la Coupe et du championnat de Turquie, donc Jean Patry avec Galatasaray et Trevor avec Ziraat Bankart. Et enfin, celui qui a terminé meilleur joueur de la compétition à Tokyo, puis à Paris, les 2 Olympiades il a fait MVP, j'ai nommé monsieur Ervin Gapet, bien sûr, qui, à la grande surprise de tout le monde, n'avait toujours pas de club au JO, même après la finale d'ailleurs, je crois qu'il avait toujours pas de club. Il y avait des discussions pour le voir à Nantes, c'est ce qu'il disait en interview, mais le club a fait faillite, donc il n'y a plus de club, donc il n'y a plus d'Ervin à Nantes, mais il s'est retrouvé en France aussi, également, dans sa ville natale, puisqu'il joue maintenant au club de Poitiers. Alors ça a été un énorme boom pendant l'annonce, toutes les salles sont complètes partout où Ervin joue. Poitiers a vendu je sais pas combien de t-shirts, je crois qu'ils ont vendu plus de t-shirts en un jour que les 2 saisons dernières, et ça a été un énorme boom, et ça tombait bien aussi pour Poitiers qui a énormément changé, qui s'est complètement restructuré. Ils ont accueilli un nouveau partenaire, un nouveau namer qui est Alterna, ils ont pris un manager général, ils ont changé de coach, ils ont pris Dan Lewis, un Canadien qui coach pour la première fois en professionnel, puisqu'avant il était dans les équipes jeunes du Canada,
Donc voilà, beaucoup de changements à Poitiers, et l'arrivée d'Ervin, j'en parlais avec Cédric Hénard, donc le manager général du club, ça a généré plein de choses. Ils ont dû gérer une pression médiatique qu'ils avaient jamais eue dans l'histoire du club, parce que Ervin, c'est pas seulement un mec de l'équipe de France, voilà, c'est la figure de proue de l'équipe de France depuis des années, qui prend toute la pression médiatique à chaque fois. Bah voilà, tous les médias ne parlent que de Ervin, enfin pendant très longtemps c'était ça, quoi. Ils connaissaient que son nom limite. Je voyais des trucs à l'époque, la France a perdu, Ervin n'a pas suffi. Et c'est une équipe, les mecs. Enfin bref, je veux pas rentrer dans ce débat là, mais bon, vous savez, c'est comme les médias de sport, moi ça commence à me frustrer un peu parce que, enfin les médias, enfin bref, je vais pas rentrer dans ce débat-là, mais il y a beaucoup de médias qui font pas leur taf et qui découvrent les joueurs le jour du match, limite. Donc voilà. Bref, je vais pas rentrer dans ce débat-là, j'en parlerai dans une autre vidéo, dans un podcast ou je sais pas quoi. Donc voilà, gros boom médiatique, que ce soit dans la ligue ou pour le club. Mais sportivement, qu'est-ce que ça donne tout ça? Qu'est-ce qu'il apporte, Ervin? Eh ben j'en parlais justement la semaine dernière avec Cédric Hénard, le manager, en interview. Déjà Ervin, c'est un lion. Tu le prends dans un effectif, tu le déposes et voilà. C'est magique, t'as une équipe qui est soudée. Non, bien sûr, je caricature un peu, mais voilà, Ervin, c'est vraiment un lion qui est très à l'aise avec tout le monde, et du coup, pour un collectif, ça fait du bien d'avoir ce genre de joueur. Et il apporte pas que ça, hein, bien sûr. Il apporte toute son expérience aussi, son envie aussi, c'est ce que me disait Cédric Hénard, parce qu'il est pas venu pour les vacances. Et c'est aussi une prise de risque un peu pour Ervin, qui joue toujours dans des gros championnats. Et le championnat de France qui est un poil en dessous du championnat italien, polonais, etc. Si Ervin il est pas bon dans le championnat de France, bon, c'est un petit risque aussi, donc il est pas venu pour prendre des vacances, et il apporte aussi beaucoup d'aide aussi pour les jeunes, je pense. Putain, quand t'as Ervin à côté de toi sur le terrain, qui dit non, t'inquiète mon gars, ça va aller, bah ok, ça va aller, je t'écoute, et tout va bien se passer. Et on l'a vu avec Poitiers qui a un effectif jeune pour cette saison. C'est bien d'avoir justement des joueurs comme ça qui sont bien plus expérimentés que les jeunes, pour apporter un peu d'expérience, de zénitude entre guillemets si je puis dire. Et on l'a vu, Poitiers a fait un très bon début de saison. Alors ils ont connu quelques revers, mais sur 6 matchs, ils ont 4 victoires et 2 défaites. Ils ont commencé par faire 3 victoires, ensuite ils ont connu un revers face à 7, 3-0. Alors pour la petite histoire, moi j'étais dans cette salle quand il y a eu Poitiers 7, c'était plutôt 7 Poitiers, et pour vous donner l'info, la salle de 7, pour ceux qui savent pas, est en construction, et donc souvent leurs matchs sont délocalisés, mais pas là. Là ils ont reçu l'équipe de Poitiers vraiment dans le gymnase du collège. Alors c'est pas pour manquer de respect ou quoi, c'était vraiment une toute petite salle quoi, où il y avait 200 personnes max, où ils ont dû installer des tribunes. Enfin vraiment, quand je vous dis gymnase du collège, c'était vraiment ça quoi, hein. Et c'est pas pour manquer de respect au club de 7 encore une fois, mais c'était la vérité des faits. Et d'ailleurs je remercie le club de 7 qui m'a filé une accrède pour que je puisse vous poser et vous montrer ces images d'Ervin là que vous voyez à l'écran. Mais c'est sûr que bon voilà, quand t'es joueur pro et que t'as l'habitude de jouer dans des grandes salles, etc., quand tu joues dans un petit gymnase, et en plus il faisait super chaud, bon ça change un peu tes habitudes. Mais bon, je dis pas que c'est pour ça que Poitiers a perdu, hein, bien sûr, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais ça peut jouer. Moi je pense que le sport de haut niveau, c'est vraiment de l'optimisation de performance dans tous les aspects, et ça forcément, le fait de jouer dans un gymnase un peu inhabituel, même clairement inhabituel, et ça peut changer des choses, mais encore une fois, c'est pas pour ça que Poitiers a perdu. Ensuite, Poitiers a également perdu contre Tourcoing, qui là aussi, et va être une grosse équipe du championnat, c'est sûr, qui est déjà une grosse équipe du championnat, et qui était invaincue à l'époque où Poitiers a perdu. Et ensuite Poitiers a renoué donc ce week-end au moment où je tourne la vidéo avec la victoire contre Tours. Alors Tours historiquement c'est une des plus grosses équipes du championnat de France, l'une des 2 seules équipes à avoir remporté la Ligue des Champions, mais là depuis quelques saisons, enfin depuis en tout cas la saison dernière, waouh, le début de saison c'est dur quoi, parce que là ils perdent en boucle Tours. Donc ils vont peut-être se relever en cours de saison, c'était le cas aussi la saison dernière, hein, rappelez-vous-en. Mais voilà, Poitiers a inscrit une nouvelle victoire à son palmarès dans cette saison, en battant Tours, et avec un Ervin qui a terminé meilleur joueur de la rencontre. Mais voilà, tout ça pour dire que Poitiers pour le moment, 4 victoires, 2 défaites, ils sont 3e du championnat avec 12 points. Les 2 premiers ont 13 et 14, donc ça va, ils sont vraiment pas loin, mais encore une fois, c'est le début de saison, donc on verra comment ça évolue dans la suite du championnat. Est-ce que Ervin va rester en France aussi?
Ça pour l'instant on sait pas trop, on n'a pas sa destination potentielle si jamais il part pour la deuxième partie de saison avec le mercato hivernal, donc on va découvrir ça dans quelques mois. Et pour terminer sur Poitiers, comme je vous le disais, Poitiers c'est un groupe jeune, donc forcément il y a des moments où ça va être un petit peu inconstant, hein, mais c'est normal, il faut que jeunesse se fasse. Ouais, j'ai l'impression de parler comme un ancien parce qu'aujourd'hui quand je tourne c'est mon anniversaire, mais ça y est, j'ai eu 26 ans. C'est dur. Les genoux ne tiennent plus pareil qu'avant, hein, c'est comme ça. Mais on verra comment Poitiers s'en sort cette saison, surtout qu'ils jouent que les compétitions françaises, hein. Ils vont jouer la Coupe de France et le Championnat de France, puisqu'ils jouent aucune compétition européenne, parce que la saison dernière a été un peu trop compliquée pour avoir un spot en Europe, tout simplement. Et ben voilà, je vous ai tout dit, j'espère que ce format vous a plu. Pour moi c'est un format un peu plus chill à travailler, même si voilà, il y a du travail, etc. Mais là, même pendant la vidéo, c'était plus une discussion et c'est beaucoup moins de travail, bien sûr, qu'un documentaire. Je peux pas en sortir un par semaine, hein, les gars. C'est tellement de dépenses, de travail, c'est tellement énorme. Et j'ai pas de monteur à dispo et tout, c'est tout Bibi qui fait, hein. Pour parler en bon français, non, c'est moi qui fais tout, donc je peux pas en faire un par semaine, même si j'aimerais bien sûr. Et moi, ça me fait plaisir de vous proposer ce format un peu plus chill aussi, un peu plus discussion, où voilà, on peut rigoler un peu, on fait des vannes et tout machin, et on peut voir ce que deviennent un peu ces champions olympiques. Donc voilà, si ça vous plaît, ce format, je le referai, vous me dites, et vous, ça vous permet un peu aussi d'avoir de la visu sur ce qui deviennent. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, merci à Vbet de l'avoir sponsorisé et d'être un partenaire de la chaîne et de Instagram aussi pendant un bon petit moment. Et si vous voulez progresser techniquement, encore une fois, foncez sur mon site, en description, dans les commentaires, partout la team, parce que vous le méritez, et surtout vous laissez pas avoir par ceux qui vous vendent du rêve, hein, ça c'est très important, que vous achetiez ou pas, chez moi je m'en tape, mais ne vous faites pas avoir par ceux qui vous vendent tout et n'importe quoi. Voilà, bref, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, etc. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube. Je vais essayer d'être beaucoup plus actif, parce que si ce genre de format vous plaît, mais moi ça va me permettre d'être beaucoup plus actif, parce que ça demande beaucoup moins de travail aussi, et faut être honnête, hein, c'est vrai, c'est le cas, ça demande moins de travail qu'un documentaire. Bref, je m'écarte, je m'éparpille encore une fois, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, je vous kiffe, je vous love la team. Ciao mes biches.